Bien, on reprend notre chemin de la mécanique. Oui, on commence, messieurs, là. C'est parti. Donc, on s'était arrêté samedi à cette magnifique formule. D'accord? Et on va disserter un tout petit peu dessus. Donc, je vous rappelle qu'on avait d'abord défini, je le mets au-dessus, on avait d'abord défini le travail d'un instant T1 à un instant T2 comme étant l'intégrale de T1 à T2 de PDT. D'accord? Et on avait transformé ça en une intégrale sur de l'espace, à savoir dl. Alors, ce truc-là est quelque chose de très nouveau pour vous et d'extrêmement pénible. L'idée est la chose suivante. Quand vous intégriez PDV, P, il y a quoi dedans? Vous vous souvenez? Par définition, c'est effectivement F scalaire V. Vous voyez que comme c'est F scalaire V, même si a priori F n'a pas une expression trop compliquée, vous voyez qu'en fait, ça va dépendre essentiellement de V, c'est-à-dire de la façon dont vous. En fait, ça va dépendre de la trajectoire essentiellement, d'accord, de la façon dont V varie avec le temps. Et la façon dont V varie avec le temps vous traduit exactement le fait que ça va dépendre de la trajectoire. Autrement dit, en fait, le travail d'une force entre deux instants va en fait être essentiellement dépendant de la façon dont vous êtes dans l'état, non seulement de où vous étiez à T1, de où vous êtes à T2, mais aussi de la façon dont le système a bougé entre T1 et T2. La conséquence, c'est que ce truc-là dépend du chemin suivi entre M1 et M2. Autrement dit, et c'est là où vous voyez l'intérêt de cette intégrale-là, vous voyez que si T1 égale T2 ici, ça vaut 0. Ici, si M1 est égal à M2, ça ne vaut pas 0. D'accord? Vous le savez très bien, si vous poussez un carton, ou mieux pour celles et ceux qui conduisent parmi vous, vous savez très bien que si vous faites, je ne sais pas moi, un Melun Dame-Marie-Lélis par exemple, et vous dites, ah merde, j'ai dépensé de l'essence, donc je vais faire un Dame-Marie-Lélis Melun, votre réservoir ne se remplit pas. Même si vous le faites en marche arrière. D'accord? On est d'accord là-dessus? Autrement dit, ça signifie que même si vous revenez à votre état initial, même si vous revenez à votre position initiale, le travail après que vous avez dépensé, lui, peut être non nul. Et c'est là où vous commencez à sentir qu'il y a une différence essentielle entre cette intégrale-là, qui est l'intégrale sur un segment, et qui par définition vous donne 0 si la taille de votre segment vaut 0, et l'intégrale ici, qui est l'intégrale sur un chemin, où vous pouvez reboucler, vous pouvez revenir à votre point de départ, sans que votre intégrale soit nulle. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important comme propriété, et on va commencer par ça. D'accord? Le travail de la force de M1 à M2 dépend du chemin suivi. Et vous avez un truc particulier là-dessus. En particulier, le travail pour aller d'un point M1 à un point M1 d'une force n'est pas forcément nul. Encore une fois, vous le savez, sur l'intégralité des efforts physiques que vous faites, vous savez très bien que si vous montez un escalier, vous êtes fatigué, si vous redescendez l'escalier, vous n'allez pas récupérer de l'énergie. C'est juste d'être encore plus fatigué. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important. Et là, vous allez commencer à... Donc, ce formalisme-là, c'est plutôt un formalisme de deuxième année, mais on va en parler tout de suite. Donc, et on va donc faire une petite définition. Hop là, j'ai retrouvé du verre, je suis content. Voilà. Donc, la quantité F scalaire dl, donc ça c'est l'intégrant, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre intégrale, porte un nom, est appelée quantité de travail élémentaire. Donc quantité 2 en général, on l'oublie un peu. Quantité de travail élémentaire et est notée. Et là c'est très nouveau. Petit delta W. Le petit delta est important, en particulier le petit. D'accord? Donc ce truc-là, ce machin-là, ce petit delta, ça désigne en fait une quantité infinitésimale échangée. Ça ne désigne pas la variation de quelque chose. En particulier, ce truc-là ne vous dit pas que vous aviez du travail au départ et que vous en avez moins à l'arrivée. Ça n'a aucun sens. Vous avez de l'énergie au départ, vous en avez moins à l'arrivée et vous l'avez dépensé sous forme de travail.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une quantité d'échange. On en parlera abondamment en thermodynamique, mais je commence déjà à semer 2-3 petites graines. D'accord? Donc ça désigne une quantité infinitésimale échangée. En l'occurrence ici, reçue par le système. D'accord? Grosso modo, vous allez recevoir du travail de la part d'une force. On est au clair là-dessus? Enfin, au clair. C'est très nouveau, hein. C'est pas du tout évident. Pour l'instant, ça peut avoir dans votre tête quelque chose de pas très simple. Mais et là, on va parler beaucoup de notation dans la suite. En particulier, vous constatez que vous avez intégré entre un endroit et un autre endroit, et que ceci, je ne l'appelle pas delta de quelque chose. Vous savez que quand vous avez fait en maths, si vous faites l'intégrale de x1, x2 de petit f de x dx, et bien vous dites que ça, c'est grand f de x2 moins grand f de x1. C'est donc la variation de la primitive. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de primitive de ça, tout simplement parce que ça dépend également de la façon dont vous avez fait votre truc au milieu. D'accord? Et globalement, en fait, vous tombez sur une espèce de quantité un peu étrange qui ne s'exprime pas toujours sous la forme d'une primitive. Et en particulier de la variation d'une primitive. D'accord? Donc ça, alors petite remarque, ce truc-là, on va le revoir en thermodynamique, constitue l'intégralité du monde moderne. Le fait que vous puissiez faire des cycles avec une machine et produire quand même du travail s'appelle le fait que vous puissiez inventer un moteur. D'accord? Et le monde dans lequel vous vivez ne vit que grâce aux machines de manière extrêmement générale. D'accord? Et ça, là, vous êtes en train de toucher du doigt la base de la civilisation, ce qui est quand même toujours sympathique dans cette histoire. Je reprends mes questions de cours tranquillement, histoire de ne pas me perdre, quand même, sinon vous allez me disputer encore une fois. Voilà. Mais je vais m'en sortir. Alors, on y va. J'en suis où? Travail, ok. Super. Voilà. Et d'ailleurs, je suis déjà un peu mélangé dans tous les sens. Là, ça va être rigolo, mais ce n'est pas grave. On est d'accord sur le travail? Alors, c'était quoi comme... c'était petit 1, petit 2? Petit 2, travail, c'est travail d'une force. Ok. Petit 3, théorème de l'énergie cinétique. J'ai mis théorème au pluriel. En fait, il s'avère que l'énergie cinétique a deux variantes plus deux corollaires a priori. D'accord? Qu'on va voir ensemble relativement facilement. Donc on est parti. Donc on se place toujours la même chose. Donc soit un système soumis à une résultante que je vais appeler F extérieur. D'accord? Tranquillement. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Est-ce que à ce stade-là, vous êtes tous et tous d'accord que je peux l'écrire comme une somme de FI, d'accord? C'est une résultante, c'est bien une somme, d'accord? Qui est donc une somme de toutes les forces extérieures appliquées sur le système. C'est bon? Voilà. Donc, l'idée est relativement simple. Vous ne connaissez qu'un seul théorème jusqu'à preuve du contraire en mécanique. C'est quoi? C'est le théorème de la quantité de mouvement, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que ce système est de masse constante. Petit m, et on a m. Alors, je vais l'écrire un tout petit peu différemment. L'accélération, c'est quoi par définition? C'est l'arrivée du vecteur vitesse, on est d'accord. mdv sur dt est donc égal à f extérieur. On est d'accord là-dessus? Bon, de toute façon, en mécanique, je vous rappelle, pour l'instant, alors, je vais dire, vous n'avez qu'un seul théorème, dans 5 minutes, ce sera faux, puisque forcément, il y en a un qui arrive, mais en fait, vous constatez par ailleurs, vu comment je pars, que le théorème de l'énergie cinétique va être une conséquence de ça. Alors en fait, la démonstration du théorème de l'énergie cinétique, vous l'avez déjà faite. Vous l'avez déjà faite parce que, en fait, la procédure de démonstration, on l'a déjà vue. Est-ce que vous vous souvenez de l'intégrale première? Vous vous souvenez de ce truc-là? C'est quoi la première étape pour passer de l'équation différentielle à l'intégrale première? Ouais. On multiplie effectivement par, à l'époque, c'était di sur dt ou du sur dt, d'accord? Donc ici, en fait, on va faire exactement la même chose. Okay, et on va multiplier par, pas par dv sur dt,
par V directement, puisque ça c'est la dérivée seconde déjà. D'accord, on va multiplier par V directement. Ok. Alors c'est pas une multiplication, ce sera quoi comme opérateur? Exactement, le produit scalaire. Donc, ce que je vais écrire, c'est la chose suivante, c'est que M dV sur dt scalaire V, c'est égal à F extérieur scalaire V. On est d'accord là-dessus? Et là, on reconnaît deux choses. C'est quoi ça? C'est quoi ça comme bestiole? Si vous avez je vous ai parlé d'intégrale première quand même, donc à un moment donné, il faut que vous compreniez les mots. Ouais. Bah non, juste ce bout-là. Non mais l'intégrale première, vous avez pigé comment ça marche quand même, on l'a fait au moins 10 fois quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, c'est la dérivée sur dt de quoi? De 1 demi de quoi? De v au carré, effectivement, d'accord? Où là, je profite du fait de ce qu'on a vu ensemble quand on a fait le cours sur les vecteurs, que v scalaire v, c'est la même chose que la norme de v au carré, littéralement par définition. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est effectivement la puissance, enfin disons que c'est la somme des puissances des forces extérieures. Donc ça, c'est la somme sur I des puissances, la somme des puissances de FI. On est opéré là-dessus? Donc maintenant, en fait, il va être extrêmement simple d'intégrer ça entre T1 et T2. Puisque vous avez à peu près tout, d'accord? Donc, entre T1 et T2, vous avez en fait M, facteur de l'intégrale de T1 à T2 de D de 1,5 de V carré sur dt fois dt, qui est égal à la somme sur I de l'intégrale de T1 à T2 de P de la force I. J'ai inversé la sommation et l'intégration, tout simplement parce que la sommation, c'est une somme sur les forces qui ne dépend absolument pas du temps. Bon, ça me donne quoi, ça? À l'arrivée, c'est pas très compliqué. Là, vous avez simplement la primitivation d'une dérivée. D'accord? Donc là, on va se retrouver avec tout simplement 1 demi de m facteur de v de t2 au carré, moins 1 demi de m facteur de v de t1 au carré. Ça, c'est ce terme-là, d'accord? Et de l'autre côté, ça donne quoi? Par définition, c'est quoi l'intégrale de t1 à t2 de la puissance? Non, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les gens, là. C'est le travail, d'accord? Voilà. C'est tout simplement la somme sur I du travail entre de T1 à T2 de la force I. On est d'accord? Bon, bah en fait, là, on est arrivé à un truc que vous connaissez déjà. En tout cas, si vous avez fait une terminale. Enfin, de la physique en terminale, en tout cas. On définit alors... Quoi? L'énergie cinétique, déjà... Non, on ne définit pas un théorème. Là, on est en décembre, là, on ne définit pas un théorème. Par pitié, quoi. On définit alors l'énergie cinétique par EC est égal à quoi? Ça, vous le connaissez déjà. 1 demi de mv carré. Ça, c'est la définition. Et on a effectivement ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Alors, ceci est une variation, on est d'accord? C'est la variation de l'énergie cinétique entre l'instant T1 et l'instant T2. D'accord? C'est l'énergie cinétique en T2 moins l'énergie cinétique en T1, qui est égale au travail des forces. Et là, en fait, je vais faire la même entourloupe que celle que j'ai fait samedi. Au lieu de dire que c'est la variation d'énergie cinétique entre l'instant T1 et l'instant T2, je vais dire que c'est la variation d'énergie cinétique entre la position M1 et la position M2. Et pareil, le travail, je vais l'écrire comme le travail de T1 à T2, je vais dire que c'est le travail sur le chemin MM2. C'est le même changement de variable dans cette histoire-là. Et donc, on se retrouve avec le fait que la variation de M1 à M2 de l'énergie cinétique est égale à la somme sur I
du travail de la force I sur le chemin M1, M2. Théorème de l'énergie cinétique. Voilà l'idée. Voilà le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique raconte que vous avez la variation de l'énergie cinétique d'un côté. Alors ce théorème-là est extrêmement important. Ça vous raconte un truc qui est structurellement très bizarre. Vous avez quelque chose qui dépend essentiellement uniquement du point de départ et du point d'arrivée, c'est une variation, et quelque chose qui essentiellement dépend du chemin que vous avez suivi. D'accord ? Donc autrement dit, la façon dont vous avez fait le chemin va vous décider de l'énergie cinétique finale que vous allez avoir par rapport à l'énergie cinétique initiale. Ce truc-là a énormément de bon goût. Le premier, c'est que c'est plus une équation vectorielle. D'accord ? Et ce truc-là, c'est extrêmement utile parce que même si la trajectoire, elle est hyper bizarre, vous voyez que si votre trajectoire, elle est bizarre, on a vu plein de systèmes de coordonnées ensemble, les cartésiens, les machins, mais vous sentez très bien que si la trajectoire est bizarre, la projection des forces, en particulier de l'accélération de la vitesse, peut s'avérer quelque chose de particulièrement difficile. Pour l'instant, on tombe sur des mouvements circulaires, des mouvements rectilignes, ça se passe bien. Mais si je vous dis, bah, finalement, on fait glisser je sais pas moi, un truc sur une sinusoïde, d'accord, comme ça, là, vous sentez bien que ça va être chiant. On est d'accord? À projeter. Ce truc-là a le bon goût de pas une vectorielle, ce qui fait que ça vous raconte que si vous connaissez le travail des forces entre le début et la fin, bah, vous connaissez la variation du module de la vitesse. Alors bien sûr, vous avez perdu énormément d'informations. Vous avez perdu en partie toutes les informations sur la direction de la vitesse, puisque vous n'avez plus le vecteur. Mais en même temps, vous avez gagné une équation extrêmement simple qui vous donne des informations sur le module de la vitesse. Autrement dit, en général, quand dans un problème on vous demande le module de la vitesse, vous n'avez que deux scénarios possibles. Soit vous êtes dans un mouvement ultra simple, circulaire, rectiligne, ou quel cas la réponse est immédiate en raison de la cinématique. Soit très souvent, on est en train de vous demander de faire ça. D'accord ? Alors, on a un autre théorème qui vient immédiatement après, ou en tout cas plutôt qui vient immédiatement avant. C'est celui-là. En fait, cette ligne de calcul-là, c'est un théorème qu'on appelle le théorème de la puissance cinétique. Il manquait juste la définition. En fait, si vous le relisez celui-là et que vous mettez le m dedans, ça vous dit en fait que la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la somme des puissances des forces. Ça s'appelle le théorème de la puissance cinétique. On est parti. On a aussi que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme sur I de la puissance des forces. Le deuxième qui s'appelle le théorème de la puissance cinétique. Et on va avoir deux corollaires qui vont arriver très rapidement, c'est surtout ceux-là qu'on utilisera. Vous vous souvenez à quelles conditions une force ne développe pas de puissance? Ouais. Si le produit scalaire de la force et de la vitesse est égal à 0, ce qui vous raconte donc que la force et la vitesse sont perpendiculaires. Donc, on a un tout petit point de vocabulaire à rajouter, mais vous allez voir que conceptuellement, on n'a pas fait grand-chose. Une force qui ne développe jamais de puissance, vous voyez que par exemple, une force peut à un moment donné être perpendiculaire à la vitesse, puis ensuite ça change. Donc vous pouvez avoir une force qui, à un moment donné, développe une puissance nulle, puis qui, dans d'autres instants, par contre, elle, va avoir tendance à freiner ou à accélérer votre mouvement. L'idée est la chose suivante, c'est qu'une force qui ne développe jamais de puissance sur l'intégralité de la trajectoire, ben, quand ça arrive, ce genre de choses, on dit que la force ne travaille pas. Tout simplement parce que c'est normal, hein, c'est un cumul général. D'accord ? Donc ça c'est une définition. Si une force ne développe jamais de puissance, ce qui, pour les plus matheux et matheuses d'entre vous, est équivalent à dire que quelle que soit T, la puissance de la force en T est égale à 0, d'accord, à n'importe quel moment, alors on dit que F ne travaille pas. Et donc ça vous raconte que le travail sur n'importe quel chemin est nul. D'accord ? Autrement dit que le travail de F
est égal à 0. Et ça va nous permettre d'avoir les deux corollaires des deux théorèmes qu'on a vus. Le corollaire de l'énergie cinétique, c'est que si aucune force ne travaille, alors l'énergie cinétique est conservée. Et ça s'appelle comment un mouvement où l'énergie cinétique est conservée? On va essayer de comprendre. Quel est le seul ingrédient qui est susceptible de varier dans l'énergie cinétique? La norme de la vitesse. Donc c'est un mouvement uniforme, effectivement. Donc, corollaire de l'énergie cinétique. Si aucune force ne travaille, alors EC est conservé. Et ce qui est une conséquence immédiate de ça, le mouvement est uniforme. Ça, c'est la raison pour laquelle, si vous prenez un objet où il n'y a pas de frottement et que vous le faites glisser sur de la glace, par exemple, vous allez avoir un mouvement uniforme parce que les forces sont perpendiculaires à la vitesse quoi qu'il arrive, que ce soit le poids ou la réaction du support. D'accord ? Et globalement, vous allez avoir un mouvement uniforme. D'accord ? Donc ça, on en a déjà discuté pas mal. Hein. Si vous êtes, par exemple, sur une voiture, si vous n'avez pas de frottement de l'air, vous ne consommez absolument rien, il n'y a pas de problème, vous allez tout droit. Et il se passe strictement rien dans cette histoire. D'accord ? Etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Alors, je vous explique grosso modo comment ce genre de choses vont s'appliquer dans des cas pratiques. En pratique, ce qui va se passer, prenez un problème de mécanique quelconque. Un truc dégueulasse, comme d'habitude, quoi, c'est la mécanique. Vous faites un magnifique bilan des forces, vous projetez tout dans tous les sens et vous vous rendez compte que vous tombez sur une équation différentielle absolument immonde, d'accord ? Et qui, grosso modo, vous permet pas de... en tout cas, vous n'avez pas de forme analytique des solutions, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le théorème de l'énergie cinétique va vous raconter, est-ce que par hasard, on serait capable d'évaluer le travail de façon un peu intelligente? Donc, ou en particulier, ce qu'on n'est pas dans un cas où le travail est nul. Et auquel cas, ça va vous donner une information extrêmement forte, en particulier le caractère, par exemple, uniforme du mouvement, ou pas. D'accord? Donc, ce genre de situation, ça peut être extrêmement utile. Néanmoins, en l'état, le théorème de l'énergie cinétique, c'est pas terrible. Parce que vous voyez bien que, je vous ai dit que le travail dépendait de la trajectoire, du chemin suivi, et donc, surtout si la force a tendance à bouger avec le temps, c'est les frottements, bah en fait, on sent bien que pour évaluer le travail directement, bah, il va falloir connaître l'intégralité du mouvement. Or, si on connaît l'intégralité du mouvement, bah, en fait, le problème, il est terminé. Et en tout cas, ce truc-là peut peut-être nous raconter des choses au niveau de l'énergie, mais il ne nous raconte pas, en tout cas, une façon de contourner le problème. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et donc, ce qui va nous intéresser à partir de maintenant, je vérifie que je ne saute pas les bouts. Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, le travail, énergie cinétique, voilà. Ce qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une catégorie de force où le travail serait facile à calculer? Alors en fait, ça c'est un truc qu'on sent bien. Prenez le poids par exemple, d'accord? On sent bien que si on prend un objet et qu'on le monte et qu'on le descend, là pour le coup, dans l'aller-retour, on a gagné ce qu'on avait perdu en montant. Enfin, vous savez pendant quel sens vous comptez, mais globalement, on sent bien qu'avec des forces comme le poids par exemple, il y a un truc qui se passe qui a l'air plutôt réversible dans cette histoire-là. Et en particulier, si vous revenez à votre point de départ, là typiquement votre altitude de départ, vous avez en fait pas dépensé grand-chose. Ces forces-là, en fait, elles portent un nom qui s'appelle des forces conservatives. Et ces forces conservatives, elles vont avoir un gros avantage, c'est qu'en fait, leur travail ne va pas dépendre du chemin suivi, il ne va dépendre que des extrémités du chemin. Autrement dit, que vous fassiez ça, ou vous allez directement, ou vous fassiez un truc bizarre, le travail va avoir exactement la même chose. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que donc pour toutes les forces usuelles qui vont être conservatives, on va avoir une formule directement. D'accord? Qui, si vous avez lu votre fiche mémoire sur les forces, vous avez dû la croiser en fait. Vous avez dû, non. Vous vous souvenez, les forces sont divisées en 3 catégories, d'accord? Les forces conservatives, les forces adaptatives, participative. Pour l'instant, ça ne vous parle pas beaucoup. Là, tout d'un coup, ce mot vient de popper dans le cours. Et surtout, que si vous avez lu, et après, comme je vous avais demandé les forces conservatives, vous avez vu qu'il y avait des bouts que vous ne connaissiez pas. C'est quoi le bout que vous ne connaissiez pas quand vous avez appris vos forces conservatives? Je sais pas. Non, bah, vous ne l'avez pas appris, donc forcément ça se voit, on est d'accord? Vous voyez de quoi je parle? Le premier paragraphe de la fiche.
le poids. On est d'accord que c'était ça? Donc, si vous avez lu le truc, vous avez lu le truc ou... Non, vous n'avez pas lu le truc. Mais ça commence à se voir hein, que vous foutez rien les gens, quoi. D'accord? Donc Liam, il se dit merde, il y avait un truc à voir. Bah, c'est la première page, pas même dans les pages. Hein. Il n'y a pas un truc quand même, il n'y a pas un truc bizarre qui se balade? Baptiste? L'énergie potentielle, qu'est-ce que c'est que cette chose? Camille, il se dit merde, il y a une fiche. On est parti là. Ah merde, il y avait une fiche, je sais pas. Vous êtes d'accord qu'il y a un mot qui s'appelle énergie potentielle dans le tas là? Et voilà. Et vous savez pas ce que ça a été avec l'énergie. Enfin si, vous avez déjà croisé ça vaguement, à un moment donné ou à un autre, d'accord? Mais vous savez pas trop. D'accord? Et donc c'est de ça dont on va parler maintenant. Et on va parler de force conservative et de ce que c'est que ces bestioles. D'accord? Justement pour pouvoir aller un peu plus en avant là-dessus. Donc on y va, petit 4 si je ne me trompe pas. Force conservative, énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, c'est d'une certaine façon une des plus vieilles énergies mécaniques isolées dans le monde. C'est un truc où on sent bien, on voit le machin, vous voyez, vous avez une crêle, un objet, il est posé là, puis vous le montez, il est immobile, on est d'accord, puis vous le lâchez, et tout d'un coup il prend de la vitesse. Si vous avez compris que l'énergie cinétique est une forme d'énergie, ça signifie en fait que quand vous avez remonté votre objet, vous avez en fait donné une potentialité de mouvement. Tout d'un coup, ce truc-là peut être mis en mouvement parce que vous lui avez donné quelque chose. D'accord? Si vous avez compris la conservation de l'énergie, de manière générale, signifie que vous avez fourni de l'énergie qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir se réaliser. Elle est potentielle. D'accord? Pour l'instant, il ne se passe rien, parce que je la tiens, et quand je lâche, ça tombe. D'accord? C'est de la magie dans cette histoire. C'est-à-dire qu'une partie de l'énergie a été convertie en énergie cinétique. D'accord? Oui, Camille. Ça dépend de quoi exactement. Parce que si on, par exemple, on a un rocher sur une montagne, Oui. on peut dire qu'il n'a pas d'énergie potentielle. Si, il a énergie potentielle. En fait, en grosso modo, alors, avoir une énergie potentielle, ça ne veut rien dire. Par contre, il est susceptible de la faire varier. Plus exactement. D'accord? L'énergie potentielle, il peut toujours dire qu'elle est nulle là. Donc après, par contre, elle peut être négative ou positive, ça change au problème. Par contre, elle est susceptible de varier. Et si ton énergie potentielle est susceptible de décroître, alors ton énergie cinétique va croître. Par simplement transvasage. D'accord? Comme l'énergie cinétique ne peut pas être négative, tout ceci va être borné. C'est pour ça que quand on jette un truc en l'air, l'énergie cinétique va descendre, ça va se verser dans l'énergie potentielle. Mais à un moment donné, comme l'énergie cinétique peut devenir négative, vu la gueule que ça, vous êtes d'accord? 1 000 MV², ça faut se lever tôt pour que ça devienne négatif. Et bien en fait, vous allez repartir dans l'autre sens et reconvertir votre énergie potentielle en énergie cinétique. Qui elle, par contre, n'étant pas bornée, n'étant pas majorée, fait un peu ce qu'elle veut jusqu'à ce que, grosso modo, ça rencontre un objet. Petite remarque et petite parenthèse un peu en avance sur le programme. Toute forme énergétique, dans tout processus à la fin, finit par se transformer en chaleur. D'accord? C'est ce qui se passe quand je fais ça. À un moment donné, il n'y a plus d'énergie cinétique, l'énergie potentielle a été gâchée, et vous avez juste réchauffé l'air autour. Pas beaucoup, mais vous avez quand même réchauffé l'air autour. On est d'accord là-dessus? Alors, l'énergie potentielle ne s'applique pas qu'à la gravitation. Elle s'applique à ce genre de bestiole aussi. Parce que c'est le même problème. Vous étirez un ressort, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, d'accord? Si je le lâche, tout d'un coup, il se met à bouger tout seul. Donc ça veut dire que étirer un ressort, ça donne au ressort la potentialité de se mettre en mouvement tout seul. Là, pour le coup, l'énergie potentielle, quand il est au repos, elle est nulle. En tout cas, elle est minimale, elle ne peut pas décroître. C'est ça dont on parle. Et si vous le compressez, vous allez augmenter l'énergie potentielle. Et si vous l'étirez, vous allez aussi augmenter l'énergie potentielle. Dans les deux sens, d'accord? Et cette énergie potentielle, donc, est susceptible de se transformer en énergie cinétique. D'abord. Ça marche pareil pour tout ce qui est monté. Non. Non, parce que, oui, mais oui, c'est compliqué. Oui, ouais, pas à moitié, quoi. Ça dépend, en fait. Théoriquement, les champs magnétiques, les champs magnétiques uniformes ne fournissent pas d'énergie, c'est juste des convertisseurs. Par contre, effectivement, si ton champ magnétique est non uniforme, tu vas avoir effectivement une force et tu vas dégringoler les potentiels. D'accord? Samy, d'abord. Est-ce qu'elle peut être négative ou pas, l'énergie? L'énergie potentielle peut être de n'importe quel signe parce que l'énergie potentielle, c'est la même chose que l'altitude. D'un ressort. Alors, d'un ressort, c'est en fait, en général, pour un ressort, on va prendre par convention qu'elle est nulle quand il est au repos. Mais on pourrait dire qu'elle vaut 10 kJ au repos, c'est pas la question. La question, c'est que quand tu vas compresser, elle va augmenter.
et qu'ensuite elle va diminuer pour atteindre son minimum. L'énergie potentielle, c'est comme l'altitude. C'est défini à une constante additive près. La seule chose qui compte, c'est la variation de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, et par ailleurs, vous avez déjà vu ce genre de truc. C'est marrant ce mot énergie potentielle quand même. Ça vous rappelle rien dans votre cours de physique? Ouais. La tension quand même, on est d'accord. On parle de potentiel quand même dans cette histoire. Effectivement, c'est pas très homogène ce que je raconte là, puisqu'un potentiel c'est en volts et une énergie potentielle par définition c'est en joules. Mais en fait, ça tombe bien, parce que l'énergie potentielle électrique, c'est tout simplement Q fois le potentiel. Et on vous a dit que spontanément, en fait, les charges positives descendaient les potentiels. Autrement dit, qu'elles descendent les énergies potentielles. L'énergie potentielle, c'est une espèce de grandeur scalaire qui vous raconte que si une particule peut faire un mouvement qui va faire diminuer l'énergie potentielle, alors elle va le faire. Pour que l'énergie cinétique récupère cette énergie. D'accord? Ça, c'est la physique du problème. Tu avais une question, Louis? Oui. Je t'ai vu après. Pour un fil, quand on lui fait faire le tour et qu'il s'aplatit sur lui. Alors, quand un fil et qu'on lui fait faire... Attends, vas-y, raconte-la moi. Un fil, quand il va vers le haut, il retourne. Oui, oui, tout à fait, oui. Du coup, c'est une énergie. Ah oui, complètement, en fait. Tu lui as donné une énergie cinétique initiale. Cette énergie cinétique s'est convertie en énergie potentielle. Et après, il trouve la meilleure façon de convertir cette énergie potentielle en énergie cinétique. C'est tout. Enfin, mais c'est la même chose que ce qui se passe quand vous montez en haut d'une côte et que vous redescendez avec un vélo. Enfin, on est d'accord. Enfin, là, je vous raconte rien d'incroyable, en fait, hein, finalement. Madame. Du coup, vous avez dit que quand on le ressort, on le lâche. Ouais. Il a atteint un minimum. Mais le minimum, c'est toujours la valeur qu'il avait au repos. Pour un ressort, oui. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'en général, on dit ça vaut 0. Pour avoir que des trucs positifs, mais c'est pas une obligation. Je t'écoute. Ça dépend. On va dire que non. Parce que pour l'instant... Oui, oui, ça va venir, ça. Mais j'ai constaté que, globalement, pour vous, l'énergie potentielle, c'est MGZ. L'énergie potentielle, c'est MGZ? Bah non. Ça, c'est l'énergie potentielle du poids, de surcroît. Voilà. Mais il y a aussi un demi de K facteur de delta L au carré. Qui est au programme de terminal, hein, en vrai. Ouais, je suis tombé sur les programmes l'autre fois, j'ai fait 2. Mais que se passe-t-il? Voilà. Alors, en fait, c'est mon programme de première, jusqu'à preuve du contraire. 1,5 de K fois delta L au carré. L'énergie potentielle élastique, celle-là, là, elle est au programme de première. En spécialité physique. Si, c'est écrit dans le programme. Voilà. D'accord? On va essayer de faire... Mais en tout cas, toutes les forces qui sont classées dans votre police sur les forces comme forces conservatives ont une énergie potentielle. D'accord? C'est même la définition stricte d'une force conservative. Okay. Donc on va parler un peu de ça, et on va regarder un peu on va définir les choses comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de définir l'énergie potentielle qui se mordent un peu. Moi, j'ai commencé par la version physique et pratique, donc c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, on dit, donc définition, on dit qu'une force F est conservative si et seulement si le travail de cette force pour aller de M1 jusqu'à M2 ne dépend pas du chemin emprunté par le système, mais uniquement de ses extrémités. Donc là, déjà, vous pouvez sentir les forces qui sont conservatives et celles qui ne le sont pas. Parce que si vous écrivez ça, il y a un corollaire immédiat, c'est que si vous revenez à votre point de départ, quel doit être le travail d'une force conservative? Bah, si ça ne dépend pas du chemin suivi, et que vous revenez à votre point de départ, ça signifie que vous pouvez évaluer ce travail sur un autre chemin qui partirait du même point de départ et qui arriverait au même point d'arrivée. Or, il y a un chemin trivial qui consiste à partir de M1 et revenir à M1, c'est rien faire. On est d'accord? Si le travail dépend pas du chemin suivi et rien faire, ça dépense aucune énergie, ça on est d'accord aussi. Faites rien. Donc si le travail dépend pas du chemin suivi, ça signifie que grosso modo, pour une force conservative, le travail d'un point M1 au même point M1
vaut a priori 0. Quoi qu'il arrive, ça c'est un corollaire extrêmement important. Corollaire, le travail d'une force conservative de M1 jusqu'à M1, voilà, est égal à 0. Le C ici veut dire conservative à partir de maintenant. D'accord ? C'est vers le haut. C'est un C. Oui, mais c'est vers le haut du. Enfin, c'est à côté de la flèche. C'est sur la force, quoi. C'est un indice sur la force. Enfin, un indice, un exposant sur la force. Voilà. Ça vous permet aussi de trouver des forces qui, elles, ne sont pas conservatives. Par exemple, les frottements, ça peut être conservatif ou pas? Vous savez très bien que si vous partez en avant et que vous faites un pas en arrière, vous n'allez pas récupérer l'énergie que vous avez perdue en frottement, en fait. C'est l'exemple que j'en ai tout à l'heure avec l'essence. Vous ne refaites pas le plein en roulant en marche arrière. Ça n'existe pas. D'accord? Donc les frottements, c'est pas conservatif, par exemple, typiquement. Le ressort, on sent que ça a bien marché, cette histoire. On sent bien cette espèce de déformation sympa. Vous voyez, finalement, vous avez mis de l'énergie, puis vous avez reculé. Il y a d'autres éléments comme ça, des énergies qui sont conservatives. L'énergie stockée dans un condensateur, par exemple. Grosso modo, en fait, l'énergie, le travail que vous fournissez à un condensateur, vous mettez un temps sur un sens, vous mettez l'intensité dans l'autre, et vous allez récupérer votre énergie. Vous vous souvenez? On avait parlé du fait que la puissance moyenne au bord d'un condensateur, ça valait 0. Pareil pour une bobine. Par contre, est-ce qu'une résistance, vous allez avoir un truc qui ressemble à un truc conservatif? C'est clair que non. C'est dissipatif, ce truc. Si vous faites circuler l'intensité dans un sens, vous faites « Ah merde, faut que je remets dans l'autre sens. » Et je fais circuler l'intensité dans l'autre sens. La puissance va dans R carré. Vous perdez quoi qu'il arrive. D'accord? Vous refroidissez pas. Vous êtes d'accord que vous prenez résistance, vous prenez une bouilloire. Vous faites chauffer de l'eau avec une résistance. Vous refroidissez pas l'eau en inversant la prise. Vous êtes d'accord? Personne n'a cette idée. D'accord que c'est un peu débile. Okay. Ouais. Moi, si je prends un ressort et que je le tire trop fort. Trop fort, là tu sors de l'élastique et tu sors du conservatif pour le coup. Voilà, très simple. Et est-ce que c'est calculer la valeur maximum à Ça dépend des ressorts, c'est plutôt très empirique cette histoire. Globalement. On est d'accord là-dessus? Donc, maintenant on va regarder ça. Ceci implique qu'il existe une fonction. Cette fonction, pour l'instant, je vais l'appeler, je sais pas moi, grand phi, voilà. Telle que, en fait, eh bien, l'intégrale de M1 jusqu'à M2 de F scalaire dl, d'une force conservative scalaire dl, on est d'accord, ça c'est le travail. Et bien en fait, puisque ça dépend que de M1 et de M2, ça signifie donc qu'il y a une fonction qui ne dépend elle-même que de la position, telle que ce truc-là, ça vaut en fait phi au point M2 moins phi au point M1. Ça signifie en fait que vous pouvez primitiver cette expression. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement mathématique primitif? D'accord, hein, voilà. Et d'ailleurs, ça vous raconte que si vous revenez M1, vous avez phi de M1 moins phi de M1 et ça vaut bien 0. Il n'y a pas de problème. Alors, cette fonction phi, on va l'oublier tout de suite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, pour diverses raisons qu'on va voir après, d'une part parce qu'on aime bien que les choses descendent les énergies de manière très générale, on va en fait inventer une fonction qui s'appelle l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'opposé de phi. Voilà. Et ça, c'est probablement le théorème le plus important qu'on a sur les forces conservatives. On est parti. On définit alors l'énergie potentielle. L'énergie potentielle associée à une force conservative par EP tel que le travail d'une force conservative entre un point M1 et un point M2 est égal à l'opposé de la variation entre M1 et M2 de l'énergie potentielle. Définition et aussi
théorème, les deux en même temps, c'est extrêmement important dans cette histoire. Donc c'est la même formule que ça, à partir du moment où j'ai défini que EP valait moins phi. Hein. On est d'accord? C'est juste pour faire popper ce moins dans cette histoire. Donc, alors ça, on va passer un peu de temps. Je vous ai expliqué tout à l'heure que grosso modo, vous avez un système, et s'il est capable de faire diminuer son énergie potentielle, alors en fait, il va le faire. Donc on va essayer de comprendre. Si un système est capable de faire diminuer son énergie potentielle, ça signifie que la variation de l'énergie potentielle va être de quel signe? Vous rigolez ou quoi? Attends, dirait des F 2 secondes. Je fais diminuer une fonction, la variation est positive. Non, mais j'ai demandé la variation, j'ai pas demandé moins la variation. Donc la variation va être négative. Et donc effectivement, l'ensemble va être positif. Très bien. Écoutez tous les mots de mes questions, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc tout ce truc-là, effectivement, va être positif. Autrement dit, vous avez un travail positif. Si vous vous souvenez du théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu tout à l'heure, ça signifie que la variation d'énergie cinétique, elle va être positive. Puisque delta EC, ça vaut le travail. Donc autrement dit, quand vous descendez les énergies potentielles, vous allez naturellement augmenter l'énergie cinétique. Voilà ce qui se passe. Vous descendez les énergies potentielles et vous augmentez l'énergie cinétique ce faisant, jusqu'à ce que vous cogniez sur la table. D'accord? Ok? Alors, une fois qu'on est là, on est content. On est content parce que tout d'un coup, on vient changer, on va basculer. Jusqu'à présent, calculer le travail d'une force était extrêmement compliqué parce qu'il fallait connaître exactement comment le déplacement se faisait. Là maintenant, vous vous en foutez complètement. Il vous suffit simplement de savoir d'où votre point est parti et d'où il est arrivé. Et ça paraît pas, mais en fait, vous n'avez même pas besoin de savoir de combien de temps il lui faut pour aller de M1 à M2. Donc si vous faites glisser un truc sur un support bizarre, vous savez juste qu'il est parti de là et qu'il est arrivé là. Combien de temps ça lui a pris, vous n'en savez rien, c'est pas la question. Par contre, vous savez que forcément ces ponts étaient atteints. Donc si vous avez la chance de connaître l'expression de l'énergie potentielle, vous avez accès au travail. Si vous avez accès au travail, vous avez accès à la variation d'énergie cinétique. Autrement dit, quelle est la vitesse à l'arrivée par rapport à la vitesse au départ. On est d'accord sur cet ensemble-là? Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer l'énergie potentielle à partir de l'expression de la force. Okay. Et bien pour ça, vous avez une formule que je vous donne maintenant. D'accord? Nous, on va voir, je vais vous donner la vraie formule. Vous allez avoir peur, c'est pas grave, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et ensuite, on va voir la version simple du problème. D'accord? La version programme de MPSI du problème. Mais comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je n'aime pas vous donner des formules qui seront caduques l'année prochaine. Voilà, pour que vous puissiez raconter partout, je vous dis n'importe quoi. Alors, donc ça c'est les maths. Alors, on a donc premier théorème. Déjà, premier truc, ça c'est un théorème de base. Une force est conservative si et seulement si elle admet une énergie potentielle. C'est une équivalence. Autrement dit, si vous trouvez une énergie potentielle pour une force, elle est conservative. Et si une force est conservative, forcément il y en a une. D'accord? Une force est conservative si et seulement si elle admet une énergie potentielle. Et mathématiquement, donc ça c'est tout le travail sur les opérateurs, on a alors que une force conservative est égale à l'opposé du gradient de l'énergie potentielle. Bienvenue dans le monde des adultes. C'est fini la cour de récréation. Bienvenue dans le merveilleux monde des opérateurs vectoriels. Ceci est votre premier opérateur vectoriel de toute votre vie. Voilà. Ce qui commence la longue liste de ceux que vous aurez à connaître l'année prochaine, à savoir le gradient, la divergence, le rotationnel, le laplacien vecteur et l'opérateur de Poisson. Voilà. Voilà. N'ayez pas peur, c'est pas plus dur que d'apprendre ces tables de multiplication. Il y a même moins de trucs à savoir. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette bête? D'accord?
Alors, le gradient, de manière très générale, on va essayer de comprendre ce que c'est. Ce mot gradient, c'est un mot dont vous avez déjà entendu parler. Alors, vous entendez le mot gradient de manière générale dans la vie courante quand vous écoutez la météo. On parle de gradient de pression ou de gradient de température. D'accord ? La notion de gradient, de manière générale, est extrêmement liée à la notion de graduation, le fait que les choses changent. D'accord ? Pour celles et ceux qui font un peu de dessin, vous connaissez les gradients de couleur. D'accord ? Si vous avez déjà manipulé des choses ça. Pour les gens parmi vous qui jouent à Clair Obscur Expédition 33, vous l'avez croisé à peu près à toutes les scènes. Voilà, etc., etc. D'accord ? Pour parler des actualités brûlantes du moment quand même, parce qu'il y a quand même des choses importantes dans la vie. Voilà. Donc, la notion de gradient, c'est la notion que quelque chose va varier de façon continue dans une direction de l'espace donné. Alors ça, c'est un concept que vous connaissez déjà en une dimension. En une dimension, c'est la pente. D'accord ? La pente d'une fonction. D'accord ? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le gradient en une dimension. Si vous prenez une fonction, voilà, et bien en fait, entre ici et ici, elle a un gradient. Elle a changé de valeur dans une direction donnée. Le gradient, c'est simplement l'extension de la notion de pente à un monde en 3 dimensions. Comment ça marche ce truc-là ? Le gradient, en fait, c'est comme une espèce de dérivé, mais c'est un vecteur. C'est un vecteur parce qu'en fait, il va vous montrer quel est le sens et la direction. Alors, le sens du gradient, c'est dans quelle direction votre grandeur, elle monte. Et la direction, c'est dans quelle direction elle monte le plus vite. Alors, on va faire des petits exemples en 3D, histoire que vous compreniez un peu. Est-ce que vous avez toutes et tous déjà vu des cartes topographiques ? Des cartes avec des lignes de niveau. D'accord ? J'ai foutu mon temps pour moi. On va essayer de comprendre ce que c'est que cette bête, quand même, au départ. Avant que je vous donne la version simplifiée, et que, grosso modo, vous oubliez ça jusqu'à septembre de l'année prochaine. Donc, si vous avez des cartes de niveau, d'accord ? Voilà, comme ça. Vous avez déjà fait de la randonnée, d'accord ? Imaginons que ça, je sais pas, c'est genre 100 et que ça, c'est 200 mètres, d'accord ? Vous savez par où il faut passer. Ou surtout, vous savez par où il ne faut pas passer. D'accord ? Ici, vous voyez, vos lignes de niveau sont extrêmement resserrées. Ça signifie que vous allez avoir une pente extrêmement forte. Le gradient, c'est ce vecteur-là. C'est le vecteur qui vous raconte dans quelle direction la pente est la plus forte. Et plus le gradient est fort, plus la pente est forte. Donc vous êtes d'accord que ça ressemble fortement à une dérivée. Sauf que c'est une dérivée orientée. C'est une dérivée qui vous raconte également l'endroit où ça varie le plus. Le gradient ici, par exemple, sera beaucoup plus faible. Il sera toujours perpendiculaire en ligne de niveau par ailleurs, parce que vous savez très bien que là où si vous voulez descendre le plus rapidement, il faut descendre perpendiculairement en ligne de niveau. On est clair là-dessus ? Le gradient, c'est ça. Le gradient, c'est donc tout simplement l'extension à 3 dimensions, là en l'occurrence à 2 dimensions, puisque c'est que x et y ici, 3 dimensions, je n'arrive pas à dessiner, c'est un petit problème de représentation. Voilà. C'est tout simplement l'extension de la dérivée. D'accord ? Autrement dit, il faut bien que vous compreniez que globalement, alors on va essayer de piger un peu les 2-3 trucs. Si par exemple vous avez un sommet d'une fonction, mais un maximum et un... D'accord ? Comme ça, vous voyez, ici vous avez un sommet, un maximum de la fonction. Ça signifie qu'en n'importe quel point, le gradient va pointer vers le sommet. Comme ça. Donc les gradients, en fait, ils pointent vers les points les plus élevés. Au contraire, si ce point-là était en fait un minimum, les gradients seraient en fait en train de fuir finalement les choses. Si vous voulez représenter ce que c'est le gradient, vous pouvez vous imaginer que ça, c'est simplement de l'altitude. Vous mettez une goutte d'eau, ils vont regarder dans quel sens ça coule. D'accord ? Voilà. Enfin, plutôt dans le sens opposé dans lequel ça coule. Le gradient pointe toujours vers les maximums. Le fait qu'on utilise un moins ici, c'est parce qu'on aime bien que les forces pointent vers les minimums. D'accord ? C'est juste une histoire de convention générale. D'accord sur le sens physique de cet opérateur ? Globalement, vous le reverrez l'année prochaine, et nous, on ne l'utilisera jamais en plein. C'est-à-dire jamais avec les formules complètes. Okay ? Donc, néanmoins, si vous avez lu votre fiche sur les systèmes de coordonnées, vous avez vu le gradient. Vous voyez la bête, d'accord, dans cette histoire-là. Alors, petite remarque pour vous, même si maintenant c'est plus vraiment d'actualité, parce que vous avez pu les connaître par cœur, les composantes du gradient, c'est les mêmes que celles du déplacement élémentaire. C'est pour ça que je me fais chier à vous faire le déplacement élémentaire, parce que ça soulage la mémoire à terme. D'accord. Donc, nous, ce qui nous intéressait ici, c'est la version simplifiée
dans le programme de sup et majoritairement dans le programme de deuxième année, vous n'aurez affaire qu'à des forces dont les énergies potentielles ne dépendent que d'un seul paramètre. X, Y, Z, R, θ dans les cas les plus exotiques. D'accord ? Et donc globalement, là, on va vous donner un petit formulaire parce que là, vous êtes censé le connaître. Alors, si EP ne dépend que d'une coordonnée, alors, donc, on va faire une petite liste. Si c'est EP de x, c'est-à-dire si EP ne dépend que de x, alors le gradient de EP, c'est égal tout simplement à la dérivée de EP par rapport à x. Donc vous voyez que ça ressemble à une... Enfin, c'est une dérivée, quoi. Mais vous voyez que le gradient est un vecteur, il a une petite flèche sur sa tête, d'accord ? Et donc, effectivement, c'est tout simplement multiplié par EX. C'est ça le gradient. La dérivée de la fonction multipliée par le vecteur unitaire de la variable associée. Si vous avez... Là, a priori, vous êtes assez intelligent pour deviner ça. Si EP ne dépend que de Y, ça sera effectivement D2EP sur DY multiplié par EY. Pas dur. Si EP ne dépend que de Z, vous aurez D2EP sur DZ qui multiplie EZ, dans cette histoire-là. D'accord ? Il y en a 5 à faire. On va tous les faire. Parce qu'il y en a un qui est piégeux. Si c'est EP de R, qu'est-ce qu'on va avoir pour le gradient ? Ouais. D2EP sur DR, DR. Enfin, D2EP sur DR fois ER. Jusque-là, tout va bien. Et il y a un piège qui est celui-là. Si c'est EP de θ, d'accord, le θ des polaires ou le θ des sphériques. Ok ? Alors, on va voir, on va continuer bêtement. Je vais dire, bah, c'est pas dur, c'est D2EP sur dθ fois Eθ. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher ? En général, quand je pose cette question avec une seule réponse. Hein. Oui, effectivement. Ça m'imagine pourquoi ? Bah, on ne tire pas ça au pif quand même. Ouais. Je t'écoute. Parce que θ, c'est un angle. Et que ça, c'est une longueur. Et que ça ne peut pas être la même bête. Donc le gradient, essentiellement, c'est la fonction divisée par une distance. D'accord ? Donc, l'idée est la chose suivante. Vous avez un 1 sur R devant, tout simplement, parce que dans le déplacement élémentaire, la composante de dl, si vous vous souvenez, c'est R dθ. Vous vous souvenez de celle-là ? C'est le Rθ point 1 de la vitesse en polaire, ou en sphérique. Donc, n'oubliez pas celui-là, écrivez pas les choses mécaniquement. Attention, vous avez un petit problème ici qui est 1 sur R, d de P sur dθ. On est d'accord là-dessus ? Et là, on va prendre quelques exemples à connaître. Parce que vous êtes censé maintenant connaître les énergies potentielles associées aux forces usuelles qui sont marquées MPSI S1. Alors des forces conservatives en MPSI S1, vous en avez 2 si je ne me trompe pas. Enfin 3, pardon. Vous avez la gravitation, le poids et la tension d'un ressort. D'accord ? Et donc on va faire ça immédiatement. Comme ça au moins ces trois-là, elles seront faites. Exemple à connaître. Et on est parti. Je vais les faire dans le même ordre que le cours précédent. Pour mes trucs, la gravitation. Vous savez, la gravitation s'écrit comment ? F c'est égal à... Ouais. Non, pas G. Moins G, merci. Moins G. Ouais, il y a petit m, grand M ou M1, M2 sur R carré, ER. Là, on va y passer un peu de temps pour que vous compreniez comment ça marche. Comme F n'est porté que par ER, ça signifie que votre énergie potentielle ne dépend que de R. Parce que, en fait, ça matche avec ce truc-là. D'accord ? Et donc, ici, on peut... Alors, il y a plusieurs façons de le rédiger, mais qui est si EP existe,
elle ne dépend que de R. D'accord? Tout simplement parce que tout ceci ne dépend que de R et de R. Et qu'est-ce qu'on a comme relation? Faites attention, donc c'est ça l'expression de la force, d'accord? C'est la force vecteur est égale à moins le gradient vecteur de l'énergie potentielle. Et vous appliquez la formule du gradient qui dépend que de R. Ok? Je la laisse ici pour l'instant, juste histoire que vous soyez guidés. Donc je recopie. Ma force, je recopie tout simplement ce truc-là. D'accord? Donc j'ai moins G grand M petit m sur R carré ER qui est égal. Le moins ici, que j'oublie pas. Ouais. Il ne dépend que de ER. Que de R. Que de R, tout court. L'énergie potentielle ne peut pas dépendre d'un vecteur, puisque c'est une fonction scalaire. Et j'ai écrit quoi là-bas? Vu que EP ne dépend que de R, j'écris tout simplement ma formule qui est là-bas. D'accord? Donc j'écris tout simplement que c'est D2EP sur DR fois ER. On est d'accord là-dessus? Comment je fais pour virer les ER? Effectivement, oui. On prend le produit scalaire avec ER en profitant du fait que c'est des vecteurs unitaires. D'accord? Et donc, les moins disparaissent aussi par ailleurs dans cette histoire. Et on se retrouve avec tout simplement que D2EP sur DR, c'est égal à G grand M petit m sur R carré. Et donc, on va le faire directement. Alors là, vous constatez que c'est une intégration que je dois refaire. On est d'accord? Une primitivation. Donc je vais avoir une constante d'intégration qui va apparaître. Ces constantes d'intégration, vous pouvez les prendre quelconques. Il y a certaines forces, dont celle-là où il y a des constantes conventionnelles. Ici, la constante d'intégration, on la prendra nulle pour que l'énergie potentielle soit nulle à l'infini. Et donc elle sera toujours négative par ailleurs. Primitif de ça, vous n'avez pas le droit de vous gourer. Hein. Sinon, je vous jure, je vous renvoie en troisième. Non mais ça va être fini. Donc là, vous êtes tous trompés. Et toutes, sans aucune forme de pitié. Être incapable de primitiver ça en moins de 5 secondes, c'est pas être un élève de classe préparatoire. D'accord? Camille? Quoi? Fouetter? Mais sérieusement, c'est une blague? C'est quoi la variable d'intégration? C'est R. Et même dans le pire des cas, R dépend du temps, quoi. Non mais si, sincèrement, primitiver c'était multiplié par T, on se ferait pas chier à faire un cours entier sur la primitivation. Monsieur Lévy, il serait au chômage, quoi. On paye pas un prof pour dire faites fouetter comme des couillons. Je t'écoute, Sofiane. Parfait. Qui a pensé R-cube dans sa tête? Je parle même pas aux gens qui pensent fouetter, quoi. Personne n'a pensé R-cube dans sa tête, on est d'accord? Non. Non, t'as pas fait ça, Baptiste. Non. Non, t'as pas dit ça. T'as pas dit ça, Baptiste, quand même. T'as pas confondu primitivation et dérivation, quand même. Non, on fait pas ça, quoi. Pas à ton âge, quand même, globalement. On dirait les gens qui confondent tirer et pousser sur les portes, quoi. C'est pas possible, quand même. Bien. Je vous rappelle que la formule, c'est que ça, c'est du R puissance moins 2. Et que la primitivation, c'est moins 2 plus 1 divisé par moins 2 plus 1. D'accord? Voilà. On l'a fait ensemble. Ok? Alors, vu votre niveau en intégration, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Parce que dans la série, ouais, je peux tout retrouver avec un niveau de calcul qui est celui d'un quatrième moins. Globalement, vous pourrez rien retrouver en fait. D'accord? Voilà. Donc, de toute façon, vous devez connaître par cœur. Il n'y a pas de problème dans ces histoires-là, parce que c'est à ça que ça sert. Énergie potentielle de gravitation, voilà la bête. On est d'accord? Le deuxième exemple, c'est le poids. Alors le poids, c'est pas très compliqué. C'est écrit comment la force? Ouais. Mg. Alors là, Mg, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de vecteur, d'accord? Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce truc-là, c'est tout simplement... Vous vous souvenez, moi je l'avais appelé moins Mg, Ez ascendant. Vous vous souvenez de cette histoire? D'accord? Donc je vais primitiver par rapport à Z ascendant, qui est un genre de Z, donc c'est la même formule que tout à l'heure. Donc ici, alors ici, donc EP va dépendre que de quoi?
que de quelles coordonnées? Alors, il n'y a pas de Z ici. C'est Z ascendant, voilà, s'il vous plaît. Faites attention, Z n'a aucune raison d'être vertical, d'accord? EP ne dépend que de Z ascendant, et on se retrouve avec quelque chose qui est tout à fait... Alors, par ailleurs, c'est juste une convention de notation. Vous voyez que Z ascendant et Z, ou en tout cas ou X ou Y, ou ce que vous voulez, tout ceci se comporte de la même façon. Et donc, vous avez que moins MG EZ ascendant est égal à moins, à cause du moins qu'il y a dans l'expression, moins grade de EP. J'ai une dérivée simple de EP par rapport à Z ascendant, multiplié par EZ ascendant. On est d'accord là-dessus? Je multiplie par moins 1, je prends le produit scalaire avec EZ ascendant pour me retrouver avec un truc sympa qui vous raconte que D de EP sur D de Z ascendant, c'est égal à MG. Allez Camille, c'est ton heure de gloire. Là, t'as le droit. Réfléchis quand même, parce que t'as presque le droit, mais pas tout à fait quand même. Primitif de ça. Fois quoi? Non mais c'est une blague quand même. C'est une caméra cachée ou bien il y a un truc là quand même? Elle n'est pas cachée la caméra. On intègre par rapport à quoi? Bah Z, donc pas T. Ah oui, pardon. MGZ. Bien joué. MGZ ascendant plus une constante éventuelle, vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez, puisque de toute façon, Z étant une altitude, vous faites un peu ce que vous voulez sur les origines des énergies potentielles. Oui. Si on a pris une constante, on a dit qu'elle était nulle, par convention. D'accord? C'est là, en fait, on la prend nulle par convention, l'énergie potentielle de gravitation est toujours négative, comme vous pouvez le constater, et elle vaut 0 en plus l'infini. Voilà l'idée. MGZ ascendant, d'accord? Là, vous intégrez une constante, ça se passe bien. C'est la version, la primitive pour les nuls, page 1. On est bien là-dessus, c'est bon? Il nous en reste une troisième affaire, qui est quoi? Effectivement, le ressort. Bon. On est d'accord que c'est les trois seules forces taguées S1 et S2 dans votre fiche? Ouais. La troisième, c'est le ressort, et donc là, j'ai donc une force qui vaut moins K, facteur de L moins L0, facteur de E du ressort vers le système. On est d'accord? Que c'est ça la formule? Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dessin. Je vais mettre mon point O ici. Je vais mettre mon point M là, et je vais me donner un axe. Je prends quoi comme axe, a priori? Alors, ce qui est drôle, c'est que je peux prendre à peu près n'importe quoi pour le ressort. En particulier, là, vous avez quoi comme instinct pour un bon système de coordonnées? Alors, en fait, on peut prendre les deux. On peut prendre effectivement des cartésiens ou des polaires, d'accord? Là, pour le coup, je vais le faire en polaire, juste pour vous montrer que c'est possible comme ça. En plus, ça encaisse le fait que le ressort peut éventuellement faire des trucs bizarres autour de O, quoi. Il n'est pas forcément astreint à rester dans une direction donnée. Donc, si je fais ça, je me place même en pire qu'en polaire, je me place en... Voilà, d'accord? Un truc où il y a un point fixe, c'est que ça. C'est effectivement sphérique. Donc, je vais prendre ça comme ça. On peut le faire avec X, hein, d'accord? Mais je veux dire que ça, c'est R. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? L, ça vaut quoi, la longueur du ressort? Oui, certes, je suis au courant que la longueur du ressort vaut OM, mais bon, si je me suis fait chier à mettre un système de coordonnées, c'est pas pour que vous me disiez des tautologies. Non mais, ça vaut quoi, la longueur du ressort? Merde! Vous avez appris au système de coordonnées ou quoi, là? Ouais. Non mais je sais que ça vaut OM, merci, je suis au courant. Mais depuis quand une longueur, c'est un vecteur? Vous tirez des trucs au pif ou quoi encore, là? Ok, c'est quoi la définition de R encore les sphériques? Non, la définition de R. Écoutez les questions. Ouais. C'est ça la définition de R? Donc la définition de R, c'est OM sur R. Vous êtes magique, mais à un point imaginable ce matin. Oui? Donc c'est quoi la définition de R? C'est la norme de vecteur OM, mais ça se dit comment la norme de vecteur OM? Oui? Non mais un truc bêtement, c'est une question niveau 6ème là quand même. OM. Donc ça vaut quoi, L? Je sais pas, là j'ai l'impression que je deviens fou quoi. Ça vaut quoi, L, dans ce putain de système de coordonnées? Si L ça vaut OM et que OM vaut R, que vaut L?
vache, quoi. C'est Kaamelott saison 8, quoi. Bien. Et que vaut E du ressort vers le système? Ça vaut quoi? Vous n'êtes pas réveillé là? Ouais. Ça vaut ER, parfait, excellent. Voilà. On est d'accord que c'était pas compliqué là. Il va falloir à un moment donné que vous arrêtiez de tirer des réponses pas homogènes au pif quand même, ça se voit. Mais je vous plains, hein. Parce que là, je sens que vos vacances, pour celles et ceux qui ont décidé de bosser le métier, ça va être compliqué quand même. On est d'accord? Donc, grosso modo, je vais pouvoir écrire que F, c'est tout simplement moins K, facteur de R moins L0, qui multiplie ER. Vu la tranche de cette force, de quoi, s'il y a une énergie potentielle, elle ne dépend que de R, pas ER. EP ne peut pas dépendre de ER. EP n'a pas de vecteur dedans. Donc, EP ne dépend que de R. Et je vais écrire la même formule. Ça veut dire que moins K facteur de R moins L0 que multiplie ER est égal à moins D2EP sur DR que multiplie ER. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme d'habitude, on prend le produit scalaire, on multiplie par moins 1, d'accord? Et donc on a que D2EP sur DR est égal à K fois R moins L0. On est d'accord là-dessus? Et donc maintenant, vous allez pouvoir intégrer ça tranquillement. EP égale. Ouais. Ouais, alors ça, c'est pas très propre comme méthode. J'aime pas trop. Je dis pas que c'est faux. Je dis juste que c'est pas très beau, quoi. Déjà, ça serait R carré sur 2, hein, quand même. La primitive de R, c'est R carré sur 2, on est d'accord? Et surtout, là, vous avez une fonction affine, en fait. D'accord? Avec un coefficient directeur qui a majoritairement le bon goût de valeur 1. Donc ça, en fait, c'est la dérivée d'un truc au carré. C'est la dérivée de quoi au carré? Vous êtes d'accord que c'est une forme en U' fois U, ça, quand même? Ouais, c'est effectivement, en fait, vous la connaissez, cette formule, en plus, quoi. Donc c'est 1 demi de K, facteur de R moins L0 au carré, et je vais à nouveau remplacer R par L pour avoir les expressions physiques. Voilà la bête. Et pareil, on prend la constante d'intégration nulle pour que l'énergie potentielle soit nulle lorsque la longueur vaut la longueur à tout. Voilà la bête. Celle-là, elle est rigolote parce que vous voyez qu'elle n'est pas objective, hein, cette fonction, c'est-à-dire que vous gagnez de l'énergie potentielle quand vous compressez ou quand vous étirez. Donc, dès que L est différent de L0, ce truc-là devient positif. On est d'accord là-dessus? Si, ça marche. Bien. On est d'accord là-dessus? À connaître par cœur, parce que... Et puis surtout, ça à redémontrer, parce que ça vous entraînera en intégration, vu que là, la totalité des techniques d'intégration triviales sont quand même croisées, là. On est d'accord là-dessus? Superbe. Voilà, et on est parti. Donc voilà les exemples. Et je vous renvoie donc à votre fiche sur les forces pour répondre à cette fameuse question de cours qui est dans vos questions de cours, qui est classer les forces usuelles en conservatives, dissipatives et adaptatives. D'accord? Pour ça, je vais vous donner la définition de ces trois trucs. Alors, il y en a une que vous connaissez déjà, les conservatives, d'accord? Et ensuite, dans les forces non conservatives, on va les casser en deux. La première catégorie, ça va être les forces adaptatives, c'est toutes les forces de contact. Tout simplement parce qu'elles sont toujours perpendiculaires en mouvement, elles ne travaillent jamais. Ça, c'est les forces qu'on va appeler adaptatives. Elles s'appellent adaptatives parce qu'elles s'adaptent aux efforts qu'on exerce sur le support. Et ensuite, il y a toutes les autres, qui sont à la fois non conservatives et non dissipatives et non adaptatives, ce qu'on appelle les forces dissipatives. Voilà, donc ça, c'est une dernière classification. On classe alors les forces en trois catégories. Donc, première catégorie, les forces conservatives. Deuxième catégorie, les forces adaptatives.
et les forces adaptatives, en fait, qui ne travaillent jamais. Donc pour vous, pour l'instant, les forces adaptatives, c'est la tension des fils et la réaction normale des supports. C'est les deux forces adaptatives qu'on a croisées pour l'instant. D'accord ? Globalement, ce sera ça. Il y en a une qui va se rajouter au deuxième semestre, qui est la partie magnétique de la force de Lorentz. Bon, je vous montre avec ça. Et toutes les autres, qui sont les forces dissipatives. Les forces dissipatives, qui sont à la fois non conservatives et qui travaillent. Alors, faites attention, hein. Une force conservative travaille. Hein. D'accord ? C'est juste que son travail est facilement évaluable. Les seules qui ne travaillent jamais, c'est celle-là. Donc, si je résume en termes triviaux ce que je viens de raconter, les forces conservatives, c'est les forces qui travaillent, mais où le travail est facilement évaluable. Les forces adaptatives, qui ne sont pas conservatives, mais leur travail est facilement évaluable parce que ça vaut 0, donc on est content. Et la misère. D'accord ? Vous avez suivi des cours de conjugaison quand vous étiez petit et petite, je suppose. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. D'accord ? C'est les mêmes. D'accord ? Les trucs ultra sympas, les trucs où, bon, on va pouvoir se débrouiller, et le sac où on met tout le reste, on ne sait pas quoi faire avec. D'accord ? C'est la même punition. Donc la raison pour laquelle, de manière générale, on vire ça des problèmes, c'est une raison de fond. Parce que très souvent, quand même, on ne sait pas trop quoi en faire. Tagadagada, j'y suis. On est d'accord là-dessus ? Et donc là, on va arriver au théorème le plus important probablement de l'histoire de l'humanité, en fait. Voilà, en tout cas dans ce qu'il raconte. C'est le théorème de l'énergie. Non mais, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est souvent le cas. Ah, celui-là, j'ai dit qu'il était très important. Celui-là, quand même, il est vraiment fort. Tu sais, le théorème énergétique, c'est la base de tout. Hein. En fait, ce théorème-là, c'est un sous-théorème du premier principe de la thermodynamique. Donc, on commence à arriver vers le bas du pilier, quoi. D'accord ? D'où là, tiens, il se passe un gros truc. D'accord ? Encore une fois, le fait que j'ai un métier aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de truc. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, hein, la physique, c'est l'étude des processus où l'énergie change de forme. Tant que le concept d'énergie n'existe pas, les physiciens et les physiciennes, ça n'existe pas non plus. Voilà, c'est pas compliqué. Petit 6. C'est quoi le grand A en fait ou on est en définition là ? Ouais, dans les définitions. Oula. On changera le nom du paragraphe après. Parce que ça serait bien de faire définition et théorème de base quand même. Ce serait peut-être pas mal. Hein, voilà. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. En même temps, il y a des définitions. Une grande définition. Bon, mettez définition et théorème de base si vous voulez vraiment que ça ait un sens. Allez, revenez au truc là. Donc le grand A, vous me changez ça, vous appelez ça définition et théorème de base. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme, comme d'habitude. C'est aussi, tu vas dire que c'est souvent le cas. Voilà. Ce n'est pas grave. On est d'accord ? C'est pas essentiel, hein, mais juste histoire que ce soit quand même un peu cohérent avec le contenu. Petit 6, donc, si je ne me trompe pas, c'est ça ? On passe au petit 5 ? Merci de suivre. Théorème au pluriel, comme d'habitude, de l'énergie mécanique. Théorème juste pour vous raconter qu'en fait, il va y avoir le théorème de l'énergie mécanique, bien entendu, le théorème de la puissance mécanique et les deux corollaires qui se baladent dans cette histoire. C'est la même structure que le théorème de l'énergie cinétique. C'est celui-là qu'on va utiliser le plus souvent, le théorème de l'énergie cinétique, sauf quand vous avez aucune force qui travaille, il y a un théorème pas très intéressant. Parce qu'en général, on va faire évaluer des choses. Le théorème de l'énergie mécanique, par contre, c'est un théorème très intéressant. Donc on va l'utiliser relativement souvent. Alors, on est parti. Donc, sur un système mécanique soumis à des forces extérieures que, comme d'habitude, je peux décomposer comme une somme de forces du bilan des forces. On est d'accord ? Même process que tout à l'heure. Alors, on a vu hein,
que la variation d'énergie cinétique entre un point M1 et un point M2, c'était égal en fait à la somme sur I des travaux des forces I sur le même chemin. Comme vous avez appris votre cours d'il y a 45 minutes, vous connaissez ce théorème qui est le théorème de l'énergie cinétique. D'accord, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite manip, c'est que cette somme, on va la casser en deux, et on va en fait séparer les forces conservatives des forces non conservatives dans cette histoire. D'accord ? Donc on va dire tout simplement que ça, c'est la somme sur I du travail sur le même chemin des forces conservatives. Donc ce petit C ici veut toujours dire conservatif, ça n'a pas changé. Et je vais dire qu'aussi c'est la somme sur I, vous me pardonnez ces indices un peu flous, hein, d'accord, sur le même chemin des forces non conservatives. Donc le NC ici, voilà, là, ça veut dire non conservatif. D'accord ? Donc c'est juste, je sépare mes forces en deux catégories. La première, les forces conservatives, et la deuxième, les autres. Petite remarque, si vous avez suivi, autant les forces non conservatives, c'est les dissipatives et les adaptatives, mais quand vous parlez de travail, comme le travail des forces adaptatives est nul, on parle en fait uniquement du travail des forces dissipatives. Oui. Il manque pas... Oh, tu veux mettre un point ? Un I ? Non. Ah si, il manque un I ici. Pardon. J'ai mal entendu. Il manque un I ici, tout à fait. D'accord ? Donc vous pouvez soit retenir que c'est la somme des travaux des forces non conservatives ou la somme des travaux des forces dissipatives. Vu la structuration qu'on est en train de faire, ça revient littéralement au même. Et ça, ce truc-là, on sait que le travail entre M1 et M2 d'une force conservative, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle entre M1 et M2. Donc cette première somme, on va pouvoir l'écrire comme moins la somme sur I de la variation de M1 à M2 de l'énergie potentielle numéro I, autrement dit l'énergie potentielle associée à la force I. Et bien entendu, plus les trucs dont je ne sais pas quoi faire, à savoir la somme sur I du travail des forces non conservatives, toujours sur le même chemin. Voilà. Et là, vous voyez en fait que j'ai d'un côté une variation et que ici, en fait, j'ai l'opposé d'une variation. Donc en fait, je vais déjà définir deux choses. La première, c'est que je vais définir l'énergie potentielle totale du système, qui est en fait la somme des énergies potentielles associées à chacune des forces conservatives. D'accord ? Donc l'énergie potentielle est en mécanique une grandeur additive, d'accord ? Puisqu'on peut définir une énergie potentielle totale. Donc on définit alors l'énergie potentielle entre parenthèses totale du système par EP est égal à la somme sur I des énergies potentielles associées à chaque force. Donc autrement dit, vous calculez l'énergie potentielle associée à chacune des forces que vous avez identifiées comme conservatives et vous faites la somme si jamais il y en a plusieurs. Pas très compliqué. Alors ensuite, on utilise des théorèmes un peu triviaux, qui est de dire que la variation de la somme, c'est la somme des variations. C'est clair pour tout le monde, ça ? Bon, en gros. Et donc, en fait, tout ce truc-là, ça va être tout simplement la variation de l'énergie potentielle totale, avec un signe moins devant. D'accord ? Et donc, on se retrouve avec que la variation entre M1 et M2 de l'énergie cinétique, plus la variation entre M1 et M2 de l'énergie potentielle, c'est égal au travail, à la somme, excusez-moi, sur I des travaux des forces non conservatives sur le même chemin. Et si vous avez quelques souvenirs de vos cours de lycée, comme la somme des variations, c'est la variation de la somme, en fait, il me suffit d'inventer une grandeur qui est EC plus EP, et ça c'est quoi comme bestiole ? C'est l'énergie mécanique totale
du système. On définit enfin l'énergie mécanique entre parenthèses totale. Donc vous vous souvenez, hein, les entre parenthèses, c'est qu'en général on ne le dit pas. Le prénom c'est énergie mécanique totale. Donc là on parle d'énergie mécanique, sous-entendu l'intégralité du problème. L'énergie mécanique totale du système. Donc ça c'est la définition de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique c'est tout simplement la somme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et une fois que cette définition est faite, le théorème arrive tout de suite. Et on a que la variation entre un point M1 et un point M2 de l'énergie mécanique totale est égale tout simplement à la somme sur I des travaux des forces non conservatives sur le chemin M1, M2. Le théorème star de la mécanique. En gros, ça c'est un des deux bouts. Enfin, tu vois, en fait, plus exactement, c'est un cas particulier du premier principe de la thermodynamique. D'accord ? Donc, si je reprends mon exemple de craie qui tombe, d'accord ? C'est ce qui se passe tant que la craie ne s'est pas cassée la gueule par terre. En gros, vous avez un truc qui est constant et qui va juste s'exprimer entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. D'accord ? Ce qu'on va faire avec la thermodynamique, c'est regarder ce qui se passe quand on commence à faire des effets thermiques dans cette histoire qui, pour l'instant, comme vous pouvez le constater, ne sont pas inclus dans ce truc-là. On est d'accord là-dessus, c'est bon ? Voilà la bête. Et on va avoir... Donc ça, c'est, bien sûr, il faut quand même que je donne son nom. Ça, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Je t'écoute, ma bête. Le premier principe de thermodynamique te dit que la variation de l'énergie mécanique plus la variation de l'énergie interne est égale au transfert thermique plus le travail reçu par les forces non conservatives. Donc on rajoute un bout après, c'est juste les phénomènes thermiques. En gros, la mécanique s'intéresse aux solides et les solides, grosso modo, vont avoir des propriétés qui font que la partie mécanique et la partie thermique sont complètement disjointes. Quand on dit tu chauffes un solide, il change de température. Tu pousses un solide, il se déplace. D'accord, voilà. Quand tu commences à t'intéresser à des gaz, il va se passer un truc bizarre, c'est que tu peux par exemple appuyer sur un gaz pour augmenter sa température. Tu peux chauffer un gaz sans que sa température ne change. Mais ça va être son volume qui va changer. Et donc tu vas réussir, grâce au gaz en particulier, à se faire parler les effets thermiques et les effets mécaniques. Résultat des courses, tu peux faire des moteurs thermiques en l'occurrence. Et encore une fois, hein, je me répète là pour le coup, je dis ça pour que Paul ne soit pas encore sarcastique. Voilà. Mais grosso modo, le fait qu'on réussisse à se faire parler le thermique et le mécanique, c'est la base de l'intégralité de la situation dans laquelle on vit. Voilà, les machines. Sans ça, faites pas grand-chose. Sans ça, grosso modo, 80% d'entre vous seraient en train de gratter de la terre pour accuser les patates. Voilà. Parce que sans tracteur, il faut des gens. Voilà. Des esclaves de préférence, c'est toujours plus docile. Voilà. Bon, fin de la parenthèse, on reparlera de tout ça quand on fera la thermodynamique. Alors, ce théorème-là, comme vous pouvez le constater, ressemble quand même extrêmement fortement au théorème de l'énergie cinétique. D'accord ? La seule chose qui change, c'est qu'en fait, d'ailleurs c'est le même, il y a juste un bout qui était là dans l'énergie cinétique, on a déplacé de l'autre côté et on a inventé une nouvelle grandeur qui est l'énergie mécanique, pour justement avaler ce bout qui est l'énergie potentielle. Ça signifie que vous avez exactement la même succession de théorèmes que ceux de l'énergie cinétique. Donc, si vous vous souvenez, il y avait le théorème de l'énergie cinétique, je dis, mais il y en a un autre qui est le théorème de la puissance cinétique, en fait, qui est la version dérivée de ça, et on va avoir littéralement la même, qui va s'appeler le théorème de la puissance mécanique. D'accord ? Voilà. On a également, donc là on les enchaîne.
Donc, si vous regardez la structure de ça, ça signifie en fait que la dérivée temporelle de l'énergie mécanique, ça va être égal à la somme sur I des puissances des forces, mais cette fois pas de toutes les puissances, uniquement des forces non conservatives. Voilà, voilà la bête. Ça, c'est le théorème de la puissance mécanique. Et on a les corollaires qui vont avec. Vous vous souvenez, il y a des corollaires dans ce cours sur l'énergie cinétique. Vous les avez sous les yeux. Si vous remontez un peu en arrière, vous devez avoir ça. Donc vous avez dit, si aucune force ne travaille, alors l'énergie cinétique conservée. Oui, je t'écoute. Et le mouvement est uniforme, d'accord. Donc ici, ça va être un peu plus compliqué. Enfin, on va devoir jongler un peu. L'idée est la chose suivante. Si aucune force non conservative ne travaille, ou plus exactement, si seules les forces conservatives travaillent, ou s'il n'y a pas de force dissipative, tout ceci c'est la même chose, d'accord. Donc on est parti. Si seules les forces, c'est les corollaires, enfin, j'avais marqué, je suis même pas sûr d'avoir marqué corollaire dans le truc d'avant. Si je l'avais écrit, bah je l'ai. Corollaire, d'accord. Oui. Bah, de l'ensemble en fait, bah, c'est comme dans l'énergie cinétique, j'ai pas fait un corollaire spécifique, si je l'ai appelé corollaire d'énergie cinétique. Parce que j'ai fait comment j'ai fait ça? J'ai fait il y a 10 minutes, je me souviens même plus. Corollaire d'énergie cinétique, oui c'est ça, mais c'est, ouais, de toute façon après on va tomber sur les mêmes trucs quoi, d'accord. Si seules les forces, c'est corollaire de manière générale. Si seules les forces conservatives travaillent, alors ça, c'est équivalent à dire qu'on n'a que des forces dissipatives, on n'a pas de force dissipative. Alors, l'énergie mécanique est une constante. D'accord? Ce qui est équivalent à dire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à quoi? À 0, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment faire les choses, ça c'est le corollaire du théorème de l'énergie mécanique, ça c'est le corollaire du théorème de la puissance mécanique. Mais bon, vous voyez que c'est la même bête, d'accord? Donc, ce que ça vous raconte dans cette histoire, c'est que si vous oubliez les frottements, dans ce mouvement-là, vous n'avez pas de force dissipative. S'il n'y a pas de frottement, vous les oubliez, d'accord? Et bien, ça signifie littéralement que l'énergie mécanique est une constante. Autrement dit, que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle se parlent, d'accord? Mais que l'ensemble des deux, la somme des deux, ne bouge pas. Ok? Ça, c'est extrêmement important, ce qu'on appelle les mouvements conservatifs. Et globalement, alors c'est con parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a mis vachement de temps à trouver ça dans l'histoire de l'humanité, puisque ça date quand même du XVIIIe siècle, c'est un peu tard. C'est qu'en fait, sur Terre, des mouvements conservatifs, il n'y en a pas beaucoup, parce que des frottements, il y en a juste un peu partout. D'accord? Par contre, il y a un endroit où ça se passe extrêmement bien, dans l'espace. Donc quand vous commencez à avoir ce genre de théorème pour étudier le mouvement des planètes, etc., bah, c'est très très cool, parce que globalement, pour les affrontements, vous êtes vachement contents. Donc, ça fait partie des trucs de base. Ça, grosso modo, ça vous donne des premiers réflexes. Et il faut être extrêmement clair. Alors, je ne sais pas combien, mis à part moi, bien sûr, de physiciens et de physiciennes vous avez croisé dans votre vie, mais une marque de fabrique d'un physicien ou d'une physicienne, quand vous lui parlez d'un truc, c'est qu'il pense à ça tout de suite. Il dit, ok, c'est où l'énergie qui rentre, c'est où l'énergie qui sort. C'est vraiment un twist de pensée, c'est comme ça qu'on les reconnaît, cette découverte. D'accord? On parlait de n'importe quoi, n'importe quel système, n'importe quel machin chose, on dit, ah c'est incroyable, on a inventé ça. Moi, c'est la première chose à laquelle je pense. Est-ce que c'est conservatif? Est-ce que c'est dissipatif? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qu'on perd? Etc. etc. D'accord? C'est la raison pour laquelle, quand vous dites à un physicien, bah, c'est facile, on prend une voiture, on met un aimant devant et l'aimant va faire avancer la voiture. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le principe des actions réciproques qui vous raconte que ça marche pas. D'accord? Les actions réciproques, effectivement, vous racontent mécaniquement pourquoi ça marche pas. Non. Par contre, vous êtes là, genre, ok, on gagne une énergie cinétique, sans apport d'énergie, ça n'existe pas, au revoir. Fin de la conversation. Voilà, fini. Fini. D'accord? Etc., etc.
Donc, quand je dis que c'est vraiment ce genre de théorème, ce sont des piliers vraiment fondateurs de la façon dont on pense en physique, de manière très très générale. D'accord ? Donc, voilà. C'est pas n'importe quoi, a priori. Tagadagadagadagada. Voilà. Ok. Donc on a tout ça, on a tout fait, c'est magique. Ah oui, je l'ai fait avant, bah, c'est super. Et là, c'est du poids de la démontré, c'est parti. Donc vous avez à la fin de ce grand paragraphe 3 questions auxquelles je vous demande de réfléchir abondamment. D'accord ? Je ne les fais pas en cours, mais vous avez le droit d'y réfléchir. Donc on va le faire ensemble. Si on passe d'une altitude Z1 à une altitude Z2, qui est la variation d'énergie potentielle du poids, d'accord ? Enfin, grosso modo, c'est que des applications de la formule d'énergie potentielle. On est au clair là-dessus, c'est bon ? Vous voyez comment ça marche ? Bien. TD à partir de maintenant, d'accord ? Sur le sujet, pour vous voyez un peu comment ça se passe. Ok ? On va boucler l'énergie, la mécanique avant les vacances, en particulier le cas des mouvements unidimensionnels conservatifs qu'on va faire mercredi. On aura un peu d'exemples à faire. On est d'accord que votre DS de physique, c'est pas le DS de la rentrée, c'est celui d'après. Parfait.